Bonjour à tous. Dans les titres de votre édition régionale, le préfet du Finistère a dévoilé les chiffres de la délinquance ce mercredi. Il appelle au développement de la vidéoprotection devant les banques et les boîtes de nuit. La Chine souhaite acheter des produits bretons. Le délégué au commerce de la deuxième puissance mondiale était en Bretagne en début de semaine pour développer des partenariats avec notre région. Et puis le désenvasement de la Rance s'enlise alors que les travaux auraient dû démarrer il y a déjà plusieurs mois. L'argent nécessaire n'a toujours pas été débloqué, une situation qui fait enrager les maires limitrophes du fleuve. Et Didier Déniel, bonjour. Oui, bonjour. Et aujourd'hui, avec vous, on va revenir sur un pan plus financier dans l'histoire du naufrage de l'Amoco Cadiz. Oui, l'histoire d'un fonds d'indemnité qui a été versé par l'armateur de l'Amoco, qui a fructifié, qui est passé de 77 millions à 330 millions de francs. Eh bien, vous nous raconterez cette incroyable histoire dans un instant, Didier. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Et tout de suite, vous découvrez votre JT Breton du mercredi 18 avril 2018. Nouveau volet dans le projet d'indépendance du groupe bancaire Arkéa. Les caisses locales soutiennent la volonté d'indépendance d'Arkéa à 94,5%. 307 des 334 caisses ont voté et c'est le oui qui l'emporte largement. Le oui d'ailleurs est surtout vif dans la région. Dans le sud-ouest, la volonté d'indépendance a été suivie à 85% et dans le Massif central, seulement 6 caisses ont voté. Selon Jean-Pierre Denis, le président d'Arkéa, le processus d'indépendance est engagé de façon irréversible et définitive. La Confédération nationale du crédit mutuel avait indiqué avant la fin du vote qu'elle ne reconnaîtrait pas ce scrutin. Économie toujours, et il y a désormais 7 offres de reprise pour le groupe Doux situé à Châteaulin. En plus des offres déjà connues de LDC et de l'ukrainien MHP, une offre est également venue d'Angleterre. La société Chesterfield Poultry souhaiterait acquérir le site de Chantonnay en Vendée. 2 opérateurs sont également intéressés par le site de Plouray dans le Morbihan. Le tribunal de commerce de Rennes rendra sa décision le 15 mai. Rebondissement également pour les charcuteries gourmandes à Josselin. Le tribunal de commerce de Vannes devait prononcer la liquidation judiciaire ce jeudi, mais les salariés ont finalement appris qu'une reprise était possible. Une entreprise s'est faite connaître auprès du tribunal qui a donc décidé de repousser le délibéré d'une semaine. 54 000 interventions de police-secours en 2017 dans le Finistère, c'est 14% de plus que l'an dernier. Le préfet du département a dressé le bilan de la délinquance pour l'année 2017. À Brest, les faits constatés sont en baisse, même si l'implication des ressortissants étrangers est en hausse, tout comme le nombre de faits commis par des mineurs. Le préfet souhaiterait d'ailleurs que les acteurs privés, comme les banques et les établissements de nuit, s'équipent en vidéoprotection. Pascal Lelarge s'en explique au micro de Frédéric Lorenzo. Il n'y a pas de tendance très marquée. Pour un département de cette taille-là, on est quand même dans une situation de délinquance un peu ordinaire. Le fond général de la délinquance est une délinquance violence sur fond d'alcool, sujet de désocialisation, etc. Beaucoup d'appels police-secours ou l'équivalent côté gendarme, 220 000 appels. Donc une activité en progression quand même. Plus de 50 000 interventions, vous imaginez, dans l'année. Nous, on considère que la vidéo, ce n'est pas le sujet. C'est un élément important dans la stratégie, effectivement, de réponse à la délinquance. S'il y a effectivement des zones où il y a une délinquance qui s'installe dans la durée, sur fond de stupes, sur fond d'agression, moi je demande que les équipements soient mis en place le temps de régler les problèmes. Voilà. Mais je ne considère pas que la ville moderne doit être équipée dans tous les 100 mètres d'une caméra. Dans l'actualité également, la Maison Bleue de Brest pourrait fermer. L'association Don Bosco a appris mi-mars la fin des aides de l'État, soit 55 000 €, un tiers du budget de la structure. Le lieu, ouvert il y a 28 ans, accueille chaque jour les familles de détenus pour les parloirs et elle les soutient également dans les démarches administratives. 2 personnes y travaillent avec 7 bénévoles et une psychologue. L'association est aussi soutenue par le département du Finistère et la mairie de Brest, mais sans aucun autre soutien, elle ne voit pas comment laisser la structure ouverte et s'inquiète donc des conséquences. Les familles arriveront sur le trottoir, devront probablement, pour certains qui pouvaient arriver à la veille, puisqu'on pouvait leur proposer, ceux qui viennent de loin, un hébergement, ne pourront plus le faire. Donc ça veut dire soit ils ne viendront pas, soit ils arriveront par le premier train, ils seront peut-être obligés d'attendre 3-4 heures avant de pouvoir entrer dans la maison d'arrêt. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, parce que ça peut arriver, le parloir est supprimé, ils ne le sauront pas avant. Ce qui peut entraîner après de la violence aussi au sein de la maison d'arrêt. Et là, j'ai l'impression qu'on vient aussi assimiler les familles des détenus
aux détenus. C'est une double peine. Les maisons d'arrêt ont normalement la mission de faciliter l'accueil des familles, mais on a bien vu que c'est pas simple en prison avec les événements qu'il y a pu y avoir les semaines passées. Moi, j'ai l'impression qu'on vient en rajouter une couche. Et à noter que des journées portes ouvertes de la Maison Bleue à Brest seront organisées la semaine prochaine pour faire connaître la structure. Une délégation de 7 Chinois vient d'achever un Trobraise. Ces représentants du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade étaient en Bretagne pour faire du commerce. Saint-Brieuc, Brest et ce mardi soir, Vannes. Ils sont venus inciter les entreprises bretonnes à l'exposition d'importation de Shanghai en novembre. Wang Hongqiang, le premier secrétaire aux affaires économiques auprès de l'ambassade de Chine en France, nous en dit plus. Il est devant la caméra de Fanny Coconnier. On vient ici pour attirer l'attention des entreprises françaises, surtout les entreprises de Breton, pour participer à cette exposition. Votre entreprise peut profiter de cette opportunité d'exporter votre produit de qualité. Dans les 5 ans à venir, nous voulons bien importer, comme on dit, 10 000 milliards US$ de biens et de services. Vous savez, c'est un grand marché. Donc, il ne faut pas manquer de cette opportunité pour la participation. Et c'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos. Aujourd'hui, parmi les images, l'accueil mouvementé de Nicolas Hulot à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Il était attendu par des partisans du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Regardez. Nicolas Hulot était à Nantes ce mercredi pour y présider la rencontre entre la préfète des Pays de la Loire et une délégation d'occupants de la ZAD. Objectif, renouer le dialogue et relancer la procédure de déclaration des projets agricoles de certains zadistes. 29 squats ont été détruits depuis le début de l'évacuation, émaillés de nombreux affrontements qui ont fait de nombreux blessés de part et d'autre. Le tribunal de Rennes a entendu ce mercredi matin l'action de 173 Bretons contre les compteurs Linky. Les plaignants contestent l'obligation d'installer chez eux ces compteurs nouvelle génération, dont ils dénoncent à la fois le caractère intrusif et les possibles conséquences sur la santé. Le tribunal rendra sa décision le 31 mai. S'il devait remporter la procédure, les plaignants espèrent servir de point de départ pour une action nationale qui pourrait regrouper plus de 4000 personnes. 3 agriculteurs et un militant des Bonnets Rouges comparaîtront ce jeudi à Brest dans l'affaire de l'incendie du centre des impôts de Morlaix en septembre 2014 dans le cadre d'une manifestation agricole. Les débats porteront sur leur rôle dans l'incendie et l'entrave au secours, les pompiers ayant été un temps interdits d'approcher. En cas de condamnation, la question des dommages et intérêts sera centrale, le sinistre ayant détruit plus de 700 mètres carrés de bâtiments. 5 autres personnes interpellées au cours de l'enquête ont bénéficié d'un non-lieu. 2 phoques ont été relâchés en mer ce mercredi à Plouarzel. Ils avaient été recueillis et soignés par Océanopolis. Leur congénère arctique, découvert amaigri à Arcachon et soigné à Brest depuis une semaine, les rejoindra dès qu'il aura retrouvé un poids conforme à son âge. Vous ne saviez pas qu'Antoine Decaune parlait breton ? Eh bien, lui non plus. Le présentateur est actuellement en tournage en Bretagne pour son émission La Gaule d'Antoine. Il s'est donc essayé avec Nolwenn Corbel au doublage en breton de Lucky Luke, Paddington et même Terminator. Le résultat sera retrouvé en juin sur une célèbre chaîne cryptée qu'on ne nommera pas, Suspense. Nous allons maintenant sur les bords de la Rance, dans les Côtes-d'Armor, où les maires demandent à l'État d'agir. En juillet dernier, le ministère de l'Environnement avait présenté un plan pour désenvaser le fleuve. Mais depuis, le dossier est au point mort. Il manque un tiers des 9,5 millions d'euros nécessaires au chantier. Un véritable problème alors que la saison estivale va démarrer, comme nous l'explique Mathilde Kemener. La belle saison va démarrer sur la Rance et les plaisanciers craignent encore cette année une navigation difficile face à l'envasement du fleuve. Genre pour aller sur Dinan, il faut bien prendre le chenal parce que d'un coup vous passez à 2,50 m et puis vous vous retrouvez à 1 m et puis après vous vous retrouvez encore à 50 cm, donc faut être prudent. Mais aujourd'hui, cette situation est inacceptable pour les maires du port de la Rance, réunis dans l'association Cœur Émeraude. Ils demandent l'application du plan de désenvasement présenté l'été dernier par l'État. Problème, les départements des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine et l'Europe ne voudraient pas mettre la main à la poche.
Le rapport ministériel prévoit un plan 2017-2023. Donc ça y est, il y a déjà du retard qui est pris. Il manque à peu près un tiers du financement, ce qui est bloquant. Ça coince parce que les acteurs décisionnels sur ce dossier, dans les années 50, ce sont l'État et EDF. Donc c'est à eux de régler ce problème, fondamentalement. Pour la sous-préfète de Dinan, des actions sont menées, comme ce curage au pied d'une écluse, et se montre confiante sur l'avenir du plan. Il n'est pas question d'aller vite ou d'aller lentement, puisque nous mobilisons 9,5 millions d'euros, c'est des montants très très importants. Je pense que les financeurs publics sont aussi attentifs à ce que cet argent soit utilisé de manière la plus pertinente, la plus utile possible. La sous-préfète promet la constitution d'un comité scientifique d'ici cet été, mais les maires attendent surtout le début de l'extraction des sédiments comme annoncé dans le plan. Et nous reparlons à présent du naufrage de l'Amoco Cadiz, mais sous un angle plus financier. Nous retrouvons tout de suite Didier Déniel pour le duplex. Et Didier, vous avez appris qu'alors que les communes bretonnes touchées par la marée noire bataillaient aux États-Unis pour obtenir réparation auprès de l'armateur, ce dernier avait déjà placé un fonds d'indemnisation à Brest. Alors d'où venait ce pactole ? Oui, il s'agissait d'un fonds de limitation de responsabilité constitué par l'armateur, donc. Peu de temps après le naufrage, il représentait 77 millions de francs, soit environ 11 millions d'euros. Cette somme avait été provisionnée afin d'indemniser les victimes. C'est un plafond. En clair, en confiant cet argent, l'armateur était assuré qu'on ne lui en demanderait pas plus. Paradoxalement, les collectivités françaises ne pouvaient pas être indemnisées avec cet argent. Le juge américain leur avait interdit de présenter des demandes de réparation ailleurs qu'aux États-Unis. Mais alors, qu'est devenu cet argent ? Comment est-ce que ce fonds a été géré ? Oui, alors le président du tribunal de commerce de Brest a exigé que ce soit un dépôt qui produit des intérêts et non pas une simple garantie. Et il a prospéré. C'est Alain Génito, administrateur judiciaire à Brest, qui en avait la charge. Nous l'avons rencontré récemment, il nous a indiqué que ce fonds a tourné dans les principales places bancaires, enfin les principales banques de la ville, et qu'il a progressé de plus de 10% par an, ce qui est énorme, de quoi faire pâlir d'envie pas mal d'investisseurs. Quand il a été liquidé, donc en 1992, il atteignait les 330 millions de francs, soit 50,3 millions d'euros. Mais alors, si ce n'est pas les communes touchées par la marée noire qui ont touché cet argent, qui en a bénéficié ? Le grand gagnant dans cette affaire a été l'État français. Il a reçu 318 millions d'euros. On ne sait pas si cet argent a bénéficié aux communes impactées par la marée noire. Les Anglais, eux, ont reçu 7 millions de francs pour avoir mis en place des barrages anti-pollution aux abords des îles anglo-normandes et avoir prêté main forte à la marine nationale française. Et également 18 millions de cet argent a été restitué à l'armateur l'Amoco. Merci beaucoup Didier, en tout cas, pour toutes ces explications sur cette histoire qui n'en finit pas de nous dévoiler plein de choses. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition à découvrir ce soir dans votre magazine régional L'Instant T. Pauline qui revient sur le label Ville d'Art et d'Histoire obtenu par Brest. Elle s'intéresse plus particulièrement avec son invité à la place du béton dans la ville. Jean-Jacques Tout, le programmateur des Vieilles Charrues, sera également en plateau pour nous faire un point sur le festival alors qu'il reste encore quelques places à vendre. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et 23h15 et en replay sur nos sites internet. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau journal de la rédaction. Passez une très belle soirée.